Alors, nous nous retrouvons, donc on continue toujours sur cette partie pour définir son activité. Donc, on va voir comment définir son activité sur le plan fonctionnel. Donc, en termes de, est-ce qu'on va avoir plutôt des prestations de services, de la vente de marchandises ou alors une activité mixte, hein. Et puis ensuite, on verra sur le plan administratif si c'est une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. On en parlera dans la troisième vidéo de ce chapitre. Donc, on va commencer par la partie prestation de service. Et notamment, on va commencer par voir ce qu'est une prestation de service. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un service, hein? Parce que pour mieux cerner la notion de prestation de service, il faut d'abord définir ce qu'est le service. Donc, le service, c'est la capacité intellectuelle ou technique, hein, mise à la disposition de la clientèle. Il correspond également à un travail direct nécessaire au client, et ce, sans transformation de matière. Et par conséquent, qu'est-ce qu'une prestation de service? Donc, la prestation de service correspond à l'engagement d'un professionnel, qui sera donc le prestataire de service, à fournir un service à un client. Ça peut être une association, une collectivité, une entreprise, enfin voilà, ou un particulier, et à titre onéreux. Elle est formalisée par un contrat de prestation de service, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, lorsqu'une relation de confiance s'installe entre le prestataire et le client donneur d'ordre. Cela donne lieu à des prestations de services sans contrat. Je vous prends un exemple. Quand on va chez la coiffeuse, on ne signe pas un contrat de prestation de service juste pour notre prestation de brushing, par exemple. Vous voyez? Donc, on peut avoir des prestations de services sans contrat. Le prestataire, donc, il va effectuer un service pour un client. Le travail va se faire de manière indépendante et il va réaliser un service sans lien de subordination avec le client au sens droit du travail. Hein, il peut pas être un salarié ou avoir un lien de subordination. Il va aussi travailler de manière indépendante directement pour le client. Là, on est bien dans le cas des contrats de prestation de service parce qu'après, il y a de la sous-traitance, il y a d'autres choses. Donc, il ne faut pas non plus tout mélanger. Alors, donc, le contrat de prestation de service. Donc, c'est un contrat. Excusez-moi, je vais modifier la vidéo par ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un contrat de prestation de service? Pour commencer, le contrat de prestation de service, hein, ça formalise l'engagement des deux parties, hein, le prestataire et le client, à effectuer leurs obligations. Le contrat de prestation de service est une convention, on appelle contrat ou convention, par laquelle le prestataire de service s'engage à réaliser un service de manière indépendante pour le client, qui s'engage à verser une rémunération en contrepartie du travail effectué. La signature de la convention de prestation de service engage les deux parties à respecter leurs obligations respectives, hein. Donc, le document signé fait naître des droits et dispose d'une valeur commerciale. Donc, comment rédiger un contrat de prestation de service? La rédaction du contrat de prestation de service peut être assurée par le prestataire de service lui-même ou rédigée par des professionnels, que ce soit les avocats, juristes, experts comptables, etc. Pourquoi faire un contrat de prestation de service? Donc, premièrement, pour pouvoir prévenir le risque de requalification du contrat de travail dissimulé. Le délit de prêt de main-d'œuvre illicite ou les poursuites pénales y afférentes. Hein, donc là, on a de quoi justifier justement qu'on est bien dans le cadre d'un contrat de travail, enfin d'un contrat de travail, d'un contrat de prestation de service et du coup, qu'on n'est pas dans du travail dissimulé. Ça va permettre de définir concrètement aussi les interventions en nature, la durée, le délai et la rémunération. Ça va garantir la solvabilité du contractant, co-contractant, et on va permettre aussi de prévenir les risques d'impayés. Alors, les éléments essentiels sur un CPS, un contrat de prestation de service. On va devoir mettre l'objet du contrat de prestation de service, qui va être à détailler. L'identité des deux parties signataires du contrat, nom, prénom, coordonnées, numéro de SIRET,
capital social, forme juridique, tout ce qui va permettre de les identifier. La durée du contrat de la prestation de service, indéterminé ou déterminé, le prix pratiqué, les modalités de paiement et les échéances et les modalités de paiement avec les échéances forcément et les sanctions de retard, les modalités de la réalisation et de la prestation de service en temps normal et en cas de force majeure, les obligations des signataires et les sanctions en cas de manquement, la procédure à suivre en cas de litige et on peut rajouter des clauses spécifiques qui ne sont pas obligatoires dans le contrat. Donc, je vous ai mis en support de cours un modèle de contrat de prestation de service. Hein, donc, vous pouvez vous y référer et vous en appuyer si vous savez besoin. Alors, les clauses à insérer dans le contrat de prestation de service. Donc, les clauses habituelles, hein, ça va être l'identification des parties. Identité, adresse, forme juridique. L'objet du contrat détaillé. Les modalités de travail sur l'exécution de la prestation de service. La durée du contrat sur une période définie, renouvelable ou indéfinie. Le prix de la prestation de service. Les modalités de paiement. Les modalités de rupture du contrat. Les modalités de résiliation et de sanction. Et les obligations du prestataire de service exécutant. Et puis, on peut rajouter des clauses spécifiques qui ne sont pas obligatoires, mais qui vont en renforcer l'encadrement de la relation. Alors, au niveau des clauses spécifiques, on va avoir la clause de confidentialité, hein, qui est une clause qui permet au client de s'assurer que le prestataire de service s'engage à respecter les secrets afin de sécuriser l'information. On va avoir une clause sur les obligations des moyens. Hein, donc, par cette clause, le prestataire s'engage à mettre en œuvre ses capacités en vue de la réalisation du service et de ses obligations. La clause d'obligation de résultat qui va renforcer l'engagement du prestataire de service à parvenir et à atteindre l'objectif fixé. Et puis la clause de non-concurrence aussi, qui, elle, est inscrite par le client pour éviter que le prestataire de service exerce les mêmes fonctions chez une entreprise concurrente ou à son compte pendant la durée de validité du contrat. La clause de non-concurrence a toujours une durée de validité et d'ailleurs une zone géographique aussi qui doivent être raisonnables. Alors, donc, les lois relatives à la prestation de services. Alors là, donc, je vous ai mis donc, 4 lois. Donc, il y a le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le décret du 27 octobre 2025, la loi Hamon du 17 mars 2014 et la loi Pinel du 18 juin 2014. Elles sont intéressantes quand si vous faites de la prestation de service, c'est intéressant de savoir ce que c'est, parce que effectivement, la prestation de service est encadrée par des lois. Je vous ai mis du coup le détail de ces décrets et de ces lois sur un fichier en support de cours. Donc, vous pouvez le télécharger et le mettre dans votre dossier. Alors, maintenant, la vente de marchandises. Vous êtes dans le cadre de vente de marchandises selon les éléments suivants. Donc, qu'est-ce que la vente de marchandises? C'est beaucoup plus court que la prestation de service, vous allez voir. La vente de marchandises, ça concerne les entreprises qui achètent un type de marchandise, matériaux bruts, matériaux transformés ou un produit, et qui la commercialisent. C'est tout simple. Il n'y a pas de travail de transformation de la part de l'entreprise. Et le seul but est de faire une marge sur le prix coûtant en négociant avec le fournisseur. Ici, le rôle de l'entrepreneur est donc uniquement de gérer l'achat et la vente en construisant un réseau de clients professionnels ou particuliers. Souvent, on a des personnes qui se trompent entre vente de marchandises et vente de produits finis. Ce n'est pas la même chose. D'accord? Il n'y a aucun travail de transformation de votre part sur la vente de marchandises. On ne confond pas du tout avec la vente de produits finis qui, là, elle, engendre une gestion un peu plus complexe.
en termes de stock, en termes d'élaboration des prix. On va avoir des intermédiaires, on va devoir peut-être payer des personnes qui vont travailler, payer des machines, prendre en compte l'électricité. Tout le coût de fabrication, hein, va être à étudier pour avoir notre coût, enfin, notre prix de revient final. Donc, ce n'est pas la même. Alors, si vous êtes dans le cas d'une activité mixte, c'est-à-dire que vous avez décidé de faire de la prestation de service et, euh, et de la vente de marchandises, c'est tout à fait possible. Quand on avancera dans cette formation, hein, vous verrez en termes de déclaration, quand vous déclarerez votre chiffre d'affaires dans le cadre de la micro-entreprise, vous allez séparer le montant que vous avez, enfin, le chiffre d'affaires que vous avez eu pour vos prestations de services et le chiffre d'affaires que vous avez eu pour vos ventes de marchandises. Les régimes d'imposition ne sont pas les mêmes, les cotisations URSSAF ne sont pas les mêmes non plus. Donc, il faudra bien différencier chaque activité tout simplement. Et pour savoir dans quel cadre vous allez vous déclarer, si c'est une entreprise de vente de marchandises, une entreprise de prestation de services, eh ben, il va falloir tout simplement faire un prévisionnel pour savoir quelle sera l'activité dominante. Est-ce que c'est l'activité de vente de marchandises? Est-ce que c'est l'activité de prestation de services? Et ça sera l'activité dominante qui prendra le dessus en termes de déclaration sur le statut. Donc, je vais couper la vidéo à nouveau et on va reprendre une nouvelle vidéo qui sera la troisième vidéo de ce chapitre pour, euh, pour clôturer.